La première chose que les Indestructibles 2 refusent de faire, c'est de nous laisser le temps de nous installer. Il reprend sur une rue déjà éventrée, devant une banque déjà menacée, avec un homme qui s'est donné un nom assez lourd pour résonner sous terre, le Démolisseur. Son immense foreuse s'enfonce dans Municiberg, et la famille repart au combat exactement là où le premier film l'avait laissé. Pas de saut dans le temps, pas de présentation confortable. Une poignée de secondes après le générique précédent, Bob remet son masque, Hélène étire ses bras vers le danger, Violette disparaît dans la fumée, Dash se met à courir, et même Jack est là, trop petit pour comprendre ce qui l'attend. Ce choix raconte déjà le vrai sujet de cette suite. Les héros ont retrouvé leur costume à la fin du premier épisode, mais le monde, lui, n'a pas encore décidé s'il veut vraiment les revoir. Le Démolisseur n'est pas le grand méchant que l'on attend pendant 2 heures. C'est une catastrophe mécanique, un problème très concret, une foreuse trop grosse pour la rue et trop rapide pour une famille qui doit apprendre à combattre ensemble sans refaire les erreurs d'hier. Bob la retient avec sa force. Hélène la contourne. Violette cherche l'endroit où sa protection peut tenir. Dash file d'un côté à l'autre, capable de sauver une situation ou de la compliquer selon la seconde où il choisit de s'arrêter. La séquence est volontairement désordonnée. Les Parr ne sont pas une unité militaire parfaitement huilée. Ils se parlent en pleine urgence, se coupent, improvisent, protègent les civils avant de protéger leur image. Quand le camion de la banque est arraché et que la machine finit par s'échapper avec l'argent, leur défaite est étrange. Ils ont évité le pire. Pourtant la ville porte les traces de leur intervention. Façades fissurées, voitures déplacées, voies détruites. Pour les habitants qui rentrent chez eux, le bilan ne se résume pas au nombre de personnes sauvées. Il se voit dans la poussière qui recouvre le trottoir. Et c'est là que Brad Bird, qui écrit et réalise de nouveau cette aventure, pose son dilemme avec une précision presque cruelle. Les Indestructibles n'ont pas échoué parce qu'ils sont incapables. Ils ont échoué parce qu'un sauvetage spectaculaire produit toujours des dégâts que personne n'applaudit quand les caméras sont parties. Le gouvernement ne les félicite pas. Il ferme le programme qui permettait aux super-héros de vivre cachés, coupe ses aides et demande à chacun de redevenir invisible. Rick Dicker, leur dernier contact officiel, n'a plus de solution magique dans sa mallette. Il a seulement une mauvaise nouvelle, puis une porte qui se referme. Bob encaisse cette décision comme une humiliation. Il avait passé le premier film à étouffer dans une vie ordinaire. Il vient de goûter de nouveau à ce qu'il sait faire, et on lui demande déjà de ranger sa force. Hélène, elle, ne discute pas longtemps. Elle comprend que la famille n'a pas le luxe de choisir. Violette et Dash regardent leurs parents avec cette inquiétude très précise des enfants. Les adultes parlent calmement, mais leurs cartons sont déjà ouverts. Jack, lui, transforme son inquiétude en babillement, ce qui est une manière parfaitement raisonnable de réagir quand la maison risque de disparaître. Avant de quitter leur existence sous couverture, Dicker doit régler un dernier problème. Tony Ridinger, le garçon qui plaît à Violette, a vu assez de choses pendant l'attaque pour comprendre son identité. Dicker essaye d'effacer ce souvenir. La scène est drôle parce qu'elle est bureaucratique, presque minuscule à côté de la foreuse, mais elle laisse une blessure qui pèsera plus qu'un immeuble. Au lieu de retirer une seule information, il efface à Tony toute connaissance de Violette. Pour le garçon, elle cesse presque d'exister. Pour Violette, qui venait d'accepter un premier rendez-vous, cette disparition sans explication ressemble à un abandon. Le film sait très bien qu'une adolescente ne mesure pas la valeur d'un événement à sa taille objective. Bob peut avoir empêché une machine géante de broyer une banque. Pour Violette, l'urgence immédiate, c'est un garçon qui la regarde sans la reconnaître. Cette coexistence des échelles fait la singularité de la famille Parr. Chez eux, une crise mondiale et une peine de cœur peuvent prendre place dans le même salon. Et personne n'a le droit de dire que l'une annule l'autre. Le salut arrive sous la forme la plus improbable qui soit. Une invitation élégante, loin des gravats, dans les bureaux futuristes de DevTech. Winston Davor et sa sœur Evelyn dirigent cette entreprise de télécommunications. Ils ont l'argent
Des écrans partout, un train privé, et surtout une idée qu'ils savent présenter avec l'assurance de gens habitués à déplacer des foules. Selon Winston, les super-héros ont été interdits parce que le public n'a retenu que les destructions. Il ne faut donc pas seulement sauver des vies, il faut modifier le souvenir que les gens gardent de ces sauvetages. Winston ne vend pas une amnistie, il vend une stratégie de visibilité. Ces missions seraient filmées, diffusées, rendues impossibles à ignorer. Si les citoyens voient les héros prendre des risques pour eux, les lois finiront par les suivre. Le discours est habile, parce qu'il flatte exactement le manque de Bob. Il lui promet une scène, une reconnaissance, une place dans le monde. Mais Winston ne choisit pas Bob. Il choisit Hélène. Son raisonnement est simple, presque comptable. Elastigirl a causé moins de dégâts matériels que Mr. Indestructible. Elle est plus souple, plus discrète, plus attentive aux personnes autour d'elle. Winston voit ce que les spectateurs avaient déjà vu dans le premier film. Hélène n'est pas le soutien raisonnable de Bob. Elle est une héroïne redoutable et peut-être celle qui sait le mieux regarder une situation avant de la casser. Bob sourit, puis son sourire se fiche juste un instant. Il est fier d'elle. Il est aussi jaloux de ce que cette proposition révèle sur lui. Hélène n'accepte pas immédiatement. Devenir le visage de cette opération signifie laisser les enfants, repartir au combat sans protection légale, servir une campagne dont elle ne maîtrise pas tous les angles. Pourtant, quand elle regarde Bob, elle voit qu'il est prêt à lui dire oui. Ce n'est pas un sacrifice imposé par une morale abstraite. C'est un échange entre deux adultes qui savent qu'un foyer ne peut pas reposer toujours sur la même personne. Bob dit qu'il peut gérer, il le croit. Et le film va consacrer une partie de son énergie à montrer, avec beaucoup d'humour et une vraie tendresse, ce que ce mot veut dire quand on doit le prouver un mardi soir à l'heure des devoirs. Les dévores installent les parts dans une maison qui ressemble à une vitrine du futur. Parois de verre, couloirs immenses, pièces silencieuses, mobilier si propre qu'on hésite à s'y asseoir. Après les cachettes étriquées et les déménagements de nuit, l'endroit paraît luxueux. Il est aussi légèrement inquiétant. La famille est exposée derrière ses baies vitrées, comme si son bonheur provisoire avait été placé sous observation. Hélène reçoit un nouveau costume conçu par Edna Mode, Bob découvre une technologie qui lui obéit sans discussion, et les enfants prennent possession de ce palais en cherchant où, exactement, ils peuvent encore être bruyants. Le nouveau costume d'Elastigirl mérite qu'on s'y arrête. Il n'est pas conçu pour la transformer en version féminine d'un héros existant. Edna affine sa mobilité, son aérodynamisme, son rapport à la vitesse. Hélène n'avance pas en écrasant les obstacles, elle les traverse, les contourne, les enveloppe. Sa moto, fine et nerveuse, prolonge cette idée. Les roues se resserrent, le véhicule se faufile, son corps devient une ligne qui se plie sans se rompre. La mise en scène prend le temps de la laisser partir seule, sans Bob dans le cadre, et cette absence est l'une des plus belles décisions de la suite. Sa première mission ne l'attend pas dans une ruelle sombre, mais sur un train aérien rempli de passagers. Un mystérieux pirate, le Screenslaver, a pris le contrôle du conducteur par l'intermédiaire d'un écran hypnotique. Il parle à travers une voix masquée et une spirale de lumière, puis accuse le monde de se nourrir de héros plutôt que de résoudre ses propres problèmes. Le train roule, sans conducteur libre, au-dessus de la ville. Hélène arrive à moto, passe d'un toit à l'autre, et le film se transforme brusquement en poursuite verticale. La beauté de cette action tient à la façon dont elle refuse la force brute. Elastigirl ne peut pas arrêter un train avec ses poings. Elle doit entrer, chercher la cabine, comprendre comment le frein fonctionne, protéger les voyageurs qui paniquent, et choisir où diriger cette masse lancée trop vite. Ses membres deviennent des cordes, des amortisseurs, une voilure improvisée. Elle s'accroche à un immeuble, se tend à l'extrême, puis transforme son propre corps en point d'ancrage. Le train finit par glisser hors de sa trajectoire mortelle et s'immobilise au milieu de la ville, cabossé mais intact. Les caméras, elles, sont déjà là. Elle filme une femme en rouge qui ne pose pas pour elle, qui transpire, qui calcule, qui s'accroche à un train plutôt que de chercher une entrée spectaculaire. Winston obtient l'image dont il rêvait,
Hélène, elle, obtient surtout la preuve que le Screenslavé sait choisir ses victimes. Cet adversaire ne veut pas simplement voler ou détruire. Il veut transformer l'aide elle-même en piège et obliger les héros à apparaître là où il a préparé le cadre. Sa voix donne à l'intrigue une couleur plus sombre que les farces de la maison Parr. Le Screenslavé reproche aux gens de regarder des écrans au lieu d'agir, de confier leur sécurité à des êtres exceptionnels au lieu de prendre soin les uns des autres. Dans une autre histoire, cette critique pourrait avoir quelque chose de juste. Ici, elle est formulée par quelqu'un qui manipule les regards pour voler leur volonté aux autres. C'est le premier paradoxe du film. Le méchant dénonce la passivité, mais son arme est l'hypnose. Il prétend réveiller les citoyens en les transformant en marionnettes. Pendant que Municyberg redécouvre Elastigirl, Bob découvre son propre champ de bataille, une cuisine immense, 3 enfants aux besoins incompatibles, une adolescente qui ne veut pas parler, un garçon qui doit résoudre des problèmes de mathématiques dont la méthode semble avoir été inventée pour piéger les parents, et un bébé qui regarde tout avec l'air d'un enfant parfaitement normal, ce qui est précisément le signal qu'il ne faut jamais croire dans cette famille. Bob commence avec un enthousiasme presque militaire. Il prépare le petit déjeuner, annonce que chacun va respecter un programme, promet à Hélène au téléphone que tout va très bien. Puis les détails se liguent contre lui. Dash ne comprend pas ces exercices. Bob ne comprend pas la façon dont l'école lui demande de les expliquer. Violette reçoit la visite d'un Tony qui lui demande son nom avec une gentillesse désarmante. Et l'humiliation la rend littéralement invisible. Quand elle referme une porte avec son champ de force, ce geste vaut plus que n'importe quel grand discours. Elle tente de mettre hors du monde une douleur que personne ne peut réparer à sa place. Le contraste avec Hélène est savoureux, mais jamais méprisant. Au dehors, elle obtient des résultats visibles, des applaudissements, des reportages. À la maison, Bob passe une soirée entière à essayer de paraître utile devant un devoir de Dash. Il ne sauve personne sous une pluie d'étincelles. Il tente de comprendre pourquoi une réponse correcte semble fausse si elle n'est pas présentée selon la bonne méthode. Pour un homme qui résout tout en soulevant, en poussant ou en frappant, l'impossibilité de vaincre une feuille de calcul est presque insupportable. Et pourtant, cette humiliation est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Elle l'oblige à considérer le travail d'Hélène non comme une fonction secondaire, mais comme une suite d'efforts invisibles. Prévoir, écouter, revenir après une dispute, trouver le bon ton pour chaque enfant, faire tenir une journée dans les intervalles laissés par les urgences. Bob ne devient pas soudainement parfait. Il s'épuise, se trompe, se vante au téléphone, alors qu'il est à 2 secondes de s'effondrer. Mais il commence à voir. Le film avance ainsi sur 2 lignes qui finissent par se répondre. Hélène apprend qu'être mise en lumière peut servir une cause, mais aussi faire d'elle une cible. Bob apprend qu'être laissé hors de la lumière ne signifie pas ne rien faire d'héroïque. Et quelque part, derrière la spirale tremblante du Screenslaver, quelqu'un regarde ces 2 apprentissages avec beaucoup trop d'attention. Cette attention prend d'abord la forme d'un nouvel appel. Le Screenslaver avertit qu'un diplomate doit mourir et Hélène se retrouve dans un hôtel rempli de miroirs, de couloirs feutrés et d'agents de sécurité qui croient contrôler la situation. L'attaque n'est pas construite autour d'une bombe gigantesque. Elle passe par les écrans, par la télévision d'une chambre, par une surface lumineuse que l'on regarde sans y penser. C'est toute la méthode du vilain. Il ne force pas une porte, il entre par l'habitude. Hélène repère les éléments qui ne devraient pas être là. Une image qui clignote, un regard fixé trop longtemps, un mouvement qui ne correspond pas au reste de la pièce. Sa souplesse lui permet d'atteindre des endroits que les autres ne peuvent même pas considérer. Mais c'est son calme qui sauve vraiment la mission. Elle comprend que le diplomate n'est pas la cible à protéger derrière un bouclier. Il est déjà devenu le vecteur d'un danger à déjouer. La scène resserre l'idée lancée avec le train. L'adversaire ne contrôle pas seulement des machines. Il contrôle des personnes en leur faisant croire qu'elles agissent de leur plein gré. Le succès d'Elastigirl produit exactement l'effet recherché par Winston.
Les reportages changent de ton. La femme qui était censée rester discrète devient une présence rassurante. Elle n'est pas filmée en train de poser au-dessus des gratte-ciel. Elle est surprise au milieu d'un geste, dans la torsion de son corps, dans l'urgence d'une décision. C'est important, parce que la campagne des Dévores repose sur une mise en scène de la sincérité. Hélène veut aider pour de vrai. Winston veut que le monde le voie. Ces deux intentions vont dans la même direction, mais elles ne sont pas identiques. Evelyn, pendant ce temps, est la personne qui rend tout possible. Elle conçoit les véhicules, analyse les transmissions, règle les appareils avec une aisance qui contraste avec l'énergie expansive de son frère. Là où Winston parle de confiance et de symboles, elle manipule des plans, des fréquences, des petits écrans posés au bout de ses doigts. Catherine Keener lui prête une voix calme, presque sèche, qui évite de faire d'Evelyn une caricature de génie mystérieux. Elle paraît écouter davantage qu'elle ne parle. À chaque fois qu'Hélène revient d'une mission, c'est Evelyn qui offre le détail technique, la piste suivante, l'outil qui permettra d'aller plus loin. Le film l'installe ainsi à proximité du mystère, sans l'entourer de néons rouges. Elle est la sœur sceptique, celle qui ne partage pas tout à fait la ferveur de Winston pour les super-héros. Son scepticisme a même quelque chose de sain. Pourquoi attendre des êtres exceptionnels qu'ils règlent des problèmes collectifs? Pourquoi confondre admiration et responsabilité? La question n'est pas ridicule. Elle devient inquiétante seulement parce que le screenslavé la pose avec une volonté de domination absolue. À la maison, Bob n'a ni gare suspendue ni hôtel rempli d'agents hypnotisés. Il a un bébé qui vient de révéler, un soir, un pouvoir après l'autre. Tout commence avec le raton laveur du jardin. Bob le voit fouiller dans une poubelle et suppose, comme tout parent épuisé, que l'incident sera banal. Jack, lui, découvre un adversaire à sa taille. Son regard se fixe, son petit corps se dédouble, s'embrase, traverse les murs, grandit, rétrécit, change de densité. Le raton laveur, qui n'avait demandé qu'un peu de nourriture, reçoit le baptême le plus chaotique qui soit dans l'univers des super-héros. La scène n'est pas une simple pause comique. Elle donne à Bob une responsabilité qu'il ne peut plus remettre à plus tard. Jack n'a pas un pouvoir précis que l'on pourra nommer et entraîner. Il semble avoir trop de pouvoir pour qu'un parent puisse établir une règle claire. Laser dans les yeux, téléportation, transformation, flamme, multiplication. Son énergie déborde du vocabulaire familial. Bob voudrait être fier, et il l'est. Mais dans la seconde où Jack disparaît derrière un mur, la fierté se transforme en panique très pure. Bob cache d'abord l'ampleur du problème à Hélène. Il lui envoie des messages rassurants, minimise les nuits blanches, prétend que les enfants vont bien. C'est le contraire exact de ce qu'il avait reproché aux gens autour de lui. Il veut paraître capable, donc il évite de demander de l'aide. Le script ne le punit pas avec une leçon solennelle. Il le laisse s'enfoncer dans un désordre reconnaissable. Il dort mal, son visage se creuse. Il réagit trop fort au moindre commentaire de Violette. Il transforme les devoirs de Dash en duel personnel parce que c'est plus simple que d'admettre qu'il est perdu. Dash, de son côté, ne réclame pas une explication cosmique. Il veut que son père lui dise comment faire sa fiche de mathématiques. Les deux se retrouvent penchés sur des problèmes dont la méthode scolaire change les règles du jeu. Bob comprend le résultat, mais pas la façon dont il faut y arriver. Dash comprend qu'il ne comprend pas, ce qui est encore plus décourageant. Entre eux, une simple division devient une épreuve de caractère. Les phrases se raccourcissent, le ton monte, et ce qui fait rire, c'est que Bob affronte des chiffres avec la même obstination qu'un robot géant. Violette souffre d'une manière plus silencieuse. Tony ne l'a pas rejetée volontairement, il a été privé du souvenir qui lui permettrait de la reconnaître. Mais cette précision administrative ne console pas une adolescente qui se sent effacée. Elle ne veut pas entendre que Dicker a agi pour la protéger. Être protégée au point de disparaître reste une disparition. Sa colère vise Bob parce qu'il est là. Elle vise Hélène parce qu'elle est absente. Elle vise surtout le monde des masques, qui vient encore une fois de voler à sa vie ordinaire quelque chose qu'elle désirait. Bob essaie de lui expliquer qu'il fera réparer les choses.
Le problème est qu'il ne sait pas comment. Il a passé des années à imaginer que ses pouvoirs le mettaient à distance des petites impuissances quotidiennes. Or, Violette n'a pas besoin qu'il remette un camion sur ses roues. Elle a besoin qu'il écoute une tristesse pour laquelle il n'existe aucun levier. Sa réaction hésitante, puis son effort pour rester assis dans la chambre malgré le refus de sa fille, sont plus révélateurs que tous ses exploits physiques. La pression finit par se concentrer dans une conversation avec Lucius. Frozone arrive, voit le chaos, entend Bob promettre que tout est sous contrôle et comprend immédiatement que rien ne l'est. Samuel L. Jackson donne à Lucius cette façon unique de faire d'une remarque pratique une gifle amicale. Il ne rabaisse pas Bob. Il lui rappelle, avec une évidence désarmante, qu'Hélène a tenu cette maison pendant des années pendant que Bob rêvait de partir sauver le monde. La révélation n'est pas que Bob est incapable. La révélation, c'est qu'il n'avait jamais regardé ce travail assez près. Alors Bob appelle Edna Mode. La visite commence comme une solution de secours et devient l'une des parenthèses les plus précieuses du film. Edna ne se contente pas de garder Jack. Elle l'observe avec une concentration de créatrice, puis entreprend de comprendre son imprévisibilité. Devant elle, le bébé cesse d'être une catastrophe informe. Il devient un problème de design. Quelqu'un doit lui fabriquer un vêtement qui supporte ses transformations, ses flammes, ses disparitions et ses changements de taille. Pour Edna, c'est presque une invitation personnelle. Le lendemain, Jack revient dans les bras d'Edna, vêtu d'un costume qui semble avoir anticipé l'impossible. Elle ne donne pas un mode d'emploi miracle à Bob. Elle lui rend quelque chose de plus utile, la possibilité de regarder son fils avec curiosité plutôt qu'avec peur. Quand Jack traverse soudain un mur ou s'allume comme une petite torche, Bob a encore de quoi s'alarmer. Mais il apprend à respirer avant de crier. Il pose des limites, il cherche une réponse au lieu de faire semblant d'en avoir une. Cette infime évolution trouve son écho dans le travail d'Hélène. Les indices sur le screenslaver la conduisent vers une ancienne cachette, des écrans empilés, des messages enregistrés qui imitent l'intimité d'une menace personnelle. Chaque écran devient un œil, chaque lumière peut contenir un ordre. Le film de Brad Bird s'amuse avec le vieux vocabulaire des thrillers, parking sombre, silhouette masquée, train de nuit. Mais il le tord avec une idée très contemporaine. Ici, le danger le plus violent ne vient pas de ce que l'on ne regarde pas. Il vient de ce que l'on regarde trop facilement. La mise en scène laisse aussi Hélène vivre une forme de plaisir. Elle est compétente, seule dans son véhicule, respectée par les policiers, attendue par une ville qui commence à croire en elle. Holly Hunter donne à Elastigirl une assurance rapide, presque souriante, qui ne ressemble jamais à de l'arrogance. Elle ne cherche pas à prendre la place de Bob. Elle occupe enfin la sienne. Pour cette raison, l'inversion des rôles domestiques n'est pas un simple gag de scénario. Elle permet à deux personnages de découvrir une partie de leur identité que le premier film avait tenue en arrière-plan. Ce qui rend la suite plus trouble, c'est que chaque progrès devient exploitable. Hélène est désormais le visage parfait pour une réhabilitation publique. Bob est trop occupé pour examiner les détails qui l'entourent. Les enfants vivent dans une maison offerte par les dévores, et le screenslaver connaît toujours une longueur d'avance. Quand une histoire place tant d'écrans entre les personnages, la question n'est pas seulement qui les regarde. C'est aussi qui choisit ce qu'ils peuvent voir. Pour Hélène, la réponse semble d'abord conduire vers une présence très concrète. Des traces techniques, des messages, une succession de signaux lui dessine un itinéraire. La chasse devient moins spectaculaire et plus nerveuse. Elle roule la nuit, suivie par une voiture qui ne devrait pas être là. Elle quitte sa moto, se glisse dans des espaces trop étroits, laisse le bruit de la ville derrière elle. La souplesse d'Elastigirl est filmée comme une enquête physique. Elle ne court pas seulement après quelqu'un. Elle épouse les angles morts du décor, passe là où un poursuivant ordinaire serait obligé de faire demi-tour. La moto est essentielle dans cette partie parce qu'elle met Hélène face à une vitesse qu'elle doit discipliner. Ses roues s'amincissent pour franchir un passage étroit, son châssis change de forme,
et son pilote ne domine jamais la machine par la force. Hélène écoute les vibrations, anticipe le virage, accepte de perdre du terrain pour gagner le bon angle. Le cinéma d'action de Brad Bird fonctionne souvent ainsi. L'intelligence n'interrompt pas le mouvement, elle devient le mouvement. Une idée juste arrive une demi-seconde avant la collision. Le screenslaver, lui, a préparé son décor. Sa silhouette, son masque, la spirale qui danse sur les écrans, tout est conçu pour fabriquer un fantôme. Hélène entre dans son repère avec la prudence de quelqu'un qui comprend que l'adversaire veut être trouvé. C'est un détail que le film ne cache pas vraiment. Une cachette trop visible, une fuite trop calculée, un piège qui ressemble presque à une invitation. Le mystère ne consiste pas tant à deviner qu'il y aura un mensonge qu'à comprendre à qui ce mensonge profite. Le combat qui suit est violent sans être pesant. Le personnage masqué se déplace avec une agilité qui ne correspond pas à la stature imposée par son costume. Les écrans clignotant, l'espace se dérobe, Hélène doit se protéger de cette lumière qui cherche moins à l'aveugler qu'à entrer dans son esprit. Elle parvient à rester lucide, immobilise la silhouette, lui arrache le masque et découvre un livreur de pizza désorienté. Le soulagement est immédiat, presque trop immédiat. L'homme ne ressemble pas à un cerveau criminel. Il ressemble à quelqu'un qui s'est réveillé au mauvais endroit après avoir été utilisé par une idée qui le dépasse. Ses lunettes contiennent le mécanisme de l'hypnose. Son corps, en revanche, n'a jamais été le centre de l'opération. Hélène vient de capturer une main, pas la personne qui la dirigeait. Le film a déjà donné cette information à qui regarde attentivement. Le screenslaver n'a jamais eu besoin d'être physiquement présent. Son pouvoir passe par les écrans et par les objets qu'il laisse dans le champ. Un méchant qui peut agir à distance a tout intérêt à fournir un visage de remplacement. Le livreur est moins une fausse identité qu'un faux point final. On le voit, on l'arrête, on peut raconter sa chute au journal télévisé. C'est exactement ce dont une campagne publique a besoin. Winston accueille cette victoire avec une joie qui paraît sincère. Son plan a produit une héroïne populaire et maintenant une arrestation nette. Il peut annoncer le prochain pas, un sommet international où les responsables politiques rétabliront légalement le statut des super-héros. La cérémonie se tiendra sur l'Everjust, son immense hydroptère, une machine blanche et lisse qui glisse au-dessus de l'eau, comme si elle ne touchait jamais le monde réel. Le nom même du navire promet une justice éternelle. Dans un film aussi attentif aux appareils et aux surfaces, cette promesse a quelque chose d'un peu trop parfait. La réception organisée après la capture réunit les anciens héros sortis de l'ombre. C'est un moment de comédie et de découverte, car la famille Parr croise des êtres dont les pouvoirs n'ont rien de majestueux au sens classique. Boyd ouvre des portails bleus dans l'espace et regarde Elastigirl avec l'admiration d'une fan qui rencontrait enfin son modèle. Crushower peut créer des ondes de choc. Electrix canalise l'électricité. Reflux manipule l'eau. Ils ne sont pas là pour former une équipe à la manière d'une franchise qui alignerait des silhouettes. Ils rendent visible une idée importante. Les super-héros n'ont jamais été seulement Bob, Hélène et Lucius. Ils étaient un monde caché, dispersés, empêchés de grandir ensemble. Voix est particulièrement révélatrice. Elle parle vite, trébuche un peu devant Hélène, mais son enthousiasme ne la rend pas inutile. Son pouvoir repose sur des ouvertures, elle crée une porte dans le vide, et l'objet qui y entre ressort ailleurs. C'est une image simple de la suite elle-même. La nouvelle génération a grandi sans avoir le droit d'agir publiquement. Elle cherche une brèche, une manière de sortir du hors-champ. Hélène voit chez Boyd ce qu'elle aurait pu être si personne ne lui avait laissé la possibilité de choisir. Dans la maison de verre, Bob reçoit des photos d'Hélène à la fête, souriante, admirée, entourée de ces jeunes héros qui la regardent comme une légende. Il voudrait partager cette joie sans réserve. Une part de lui y arrive. Une autre se demande ce qu'il est devenu pendant qu'elle monte sur la scène que lui attendait. Le film ne fait pas de cette jalousie un ressentiment noir. Il la traite comme une émotion embarrassante, que Bob reconnaît surtout lorsqu'elle le pousse à parler plus fort ou à se vanter de son emploi du temps impossible. Sa fatigue a désormais une texture visible.
Il lit un manuel sur les bébés surdoués à moitié endormis. Il guette Jack comme on surveille un volcan de poche. Il cherche, pour Dash, une vidéo explicative sur les nouvelles mathématiques, puis se perd dans des méthodes contradictoires. Il essaie de se souvenir du prénom de l'enseignante, de la date du prochain devoir, de ce que Violette a exactement dit à Tony avant l'effacement. Il n'échoue pas parce qu'il n'aime pas ses enfants. Il échoue parce qu'il veut résoudre chacune de leurs difficultés seul, immédiatement, comme s'il pouvait empêcher toute peine par la seule volonté. Quand Violette apprend que son père a tenté de joindre Dicker pour réparer l'erreur commise sur Tony, elle ne saute pas de joie. Elle se méfie. C'est l'un des gestes les plus honnêtes du film. Les excuses parentales ne réparent pas une blessure au moment où elles sont prononcées. Bob doit accepter que son effort ne lui donne pas automatiquement le pardon. Il doit continuer à essayer sans pouvoir mesurer le résultat. Cette patience est tout ce qu'il n'avait pas à développer quand il avait face à lui une porte blindée ou un adversaire identifiable. Jack, lui, offre à Bob une victoire modeste et extraordinaire. À force d'observer son fils, Bob commence à reconnaître les signes qui précèdent certains pouvoirs. Le regard qui se fixe, les petites mains qui se lèvent, la seconde où le bébé semble trop calme. Il ne contrôle pas Jack, personne ne le pourrait vraiment, mais il devient capable de l'accompagner. Une nuit, quand le petit se déplace soudain dans une autre pièce, Bob ne panique plus tout de suite. Il cherche, il appelle, il est présent. Cette présence a un coût. Bob finit par s'effondrer de fatigue devant les enfants, et le film laisse le silence s'installer autour de lui. Dash et Violette comprennent alors quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément demandé à comprendre. Leur père n'est pas invincible à la maison. Sa force ne le protège pas du manque de sommeil, de la honte ou du sentiment d'être dépassé. Pour des enfants de héros, cette découverte est presque une initiation. Un parent peut être extraordinaire et avoir besoin d'aide. Les deux réalités ne se contredisent pas. Pendant ce temps, Hélène est invitée à regarder de plus près le monde des Davor. Winston parle avec enthousiasme de son père, de l'époque où les super-héros étaient visibles et où leur famille les admirait. Evelyn corrige parfois un détail, puis se tait. Entre les deux, il y a un manque que le film laisse percevoir, un téléphone qui aurait dû recevoir une réponse, une maison marquée par une violence ancienne, une histoire familiale dans laquelle la croyance aux héros n'a jamais été seulement une affaire de costume. Ce sous-texte compte parce que le screenslaver s'attaque à la dépendance. Il accuse les gens d'attendre un sauveur au lieu de devenir eux-mêmes responsables. Winston, lui, est prêt à bâtir une campagne entière autour du besoin de croire. Evelyn paraît coincée entre ces deux visions. Elle connaît la technologie qui peut capturer l'attention et la transformer en commande. Elle voit que son frère veut réhabiliter les super-héros, mais elle comprend aussi, plus froidement, ce qu'une foule enthousiaste peut accepter lorsqu'elle préfère être rassurée plutôt que libre. Il y a donc deux spectacles en préparation. Le premier est le sommet sur l'Everjust. Chef politique, caméra, héros rassemblés, promesse de légalisation. Le second est plus discret. Il se joue dans les miroirs, les écrans et les lunettes posées sur une table comme un accessoire anodin. Le premier spectacle veut prouver que les super-héros peuvent redevenir visibles. Le second attend précisément le moment où tout le monde les regardera. Avant que la révélation n'arrive, Les Indestructibles 2 offrent un répit de surface. Hélène a gagné. Bob a retrouvé, au moins pour une soirée, une conversation plus douce avec ses enfants. Violette accepte qu'on lui redonne l'espoir d'un rendez-vous avec Tony. Les jeunes héros rêvent d'être enfin légitimes. Cette harmonie n'est pas là pour remplir le temps. Elle fabrique ce que le film va menacer. Non pas seulement des vies, mais une possibilité de confiance. La question cachée n'est plus l'identité du screenslaver. Le faux coupable a rendu cette question trop facile. La vraie question est plus gênante. Qui, dans cette histoire, a besoin que les héros soient célébrés pour pouvoir les détruire au moment le plus utile? La réponse vient lorsque Hélène comprend que la victoire ne tient pas debout. Les indices ne s'accordent pas avec le livreur de pizza. Il n'a ni les moyens, ni la conscience, ni le passé nécessaire pour avoir construit l'opération. Surtout,
Le screenslaver a toujours parlé comme quelqu'un qui voit les héros de très près. Hélène remonte une dernière piste, convaincue qu'elle va atteindre la personne qui tirait les fils. Elle ne dit pas longtemps ce qu'elle soupçonne, parce que le film veut que son regard fasse le travail avant son explication. Elle se retrouve dans un lieu isolé, loin des applaudissements et des salons lumineux de DevTech. Là, les écrans ne servent plus à faire de la publicité à Elastigirl. Ils sont posés comme des pièges. Une lumière apparaît. Un ordre cherche à se frayer un chemin dans sa pensée. Hélène se défend, mais elle arrive seule, fatiguée par une succession de missions conçues pour lui laisser exactement assez de temps pour réussir, jamais assez pour douter. Le plan adverse n'avait pas besoin de la vaincre par la force. Il devait simplement s'assurer qu'elle se présenterait au bon endroit avec la certitude d'avoir raison. Evelyn Devor sort alors de l'ombre, sans masque, sans voix déformée. Ce décalage est le cœur de la révélation. Le screenslaver n'est pas une créature cachée dans un repère industriel. C'est la femme qui avait offert chaque solution, suivi chaque transmission, fourni les appareils les plus élégants. Son pouvoir n'était pas de disparaître, c'était de rester visible sous une fonction rassurante. L'experte technique, la sœur calme, celle qui aide les héros à attraper le méchant. Elle immobilise Hélène avec les lunettes hypnotiques. Le gadget est presque banal lorsqu'il repose sur un visage. C'est ce qui le rend terrifiant. Pas une machine baroque, pas une arme de guerre, une monture légère, 2 verres éclairés, un objet que l'on pourrait porter pour mieux voir. Evelyn utilise précisément ce qui est censé améliorer la perception pour ôter la capacité de choisir. Hélène résiste une seconde, puis son regard se vide. La femme qui a tenu un train entier entre ses mains se retrouve prise par une image. Evelyn ne révèle pas son plan avec la joie mécanique d'un méchant qui aurait attendu son monologue. Elle parle comme quelqu'un qui a construit une théorie de la douleur familiale. Quand elle était enfant, son père admirait les super-héros. Le soir où des cambrioleurs sont entrés chez eux, il a essayé de les appeler au lieu de fuir ou de résister par lui-même. Les héros qu'il espérait joindre ne sont pas venus. Les circonstances exactes comptent moins, dans le souvenir d'Evelyn, que la conclusion qu'elle en a tirée. Sa famille a payé le prix de cette attente. Winston retient de cette histoire la nostalgie d'un monde où les héros inspiraient les gens. Evelyn retient l'abandon. Lui voit dans le téléphone un appel qui n'a pas été entendu. Elle voit dans ce téléphone le geste d'un homme qui a confié sa survie à une force extérieure. Leur désaccord ne porte pas seulement sur les costumes, il porte sur la manière de regarder un échec. Winston cherche à réparer le manque. Evelyn veut empêcher qu'il puisse exister de nouveau. Sa logique est brutale mais cohérente dans son propre système. Les super-héros font de bonnes actions, admet-elle implicitement. Le problème, selon elle, est ce qu'ils autorisent les autres à ne plus faire. Plus la société les admire, plus elle abandonne sa responsabilité, plus elle les transforme en solutions, plus elle devient faible. Le screenslaver ne veut donc pas prendre le pouvoir pour être adoré. Il veut dégoûter le public de l'idée même d'être sauvé. Evelyn rêve d'un monde où personne n'attendrait un héros, et elle est prête à supprimer la liberté de chacun pour imposer ce rêve. Cette contradiction est le point où sa philosophie se brise. Elle accuse les citoyens d'être hypnotisés par l'admiration, puis les hypnotise réellement. Elle reproche aux héros d'occuper trop de place, mais transforme leur retour légal en catastrophe planifiée depuis sa propre salle de contrôle. Elle veut rendre les gens autonomes, mais ne supporte pas qu'ils puissent choisir eux-mêmes ce qu'ils pensent des super-héros. Le film ne demande pas au spectateur d'excuser Evelyn parce que son argument contient une part de vérité. Il demande de voir comment une blessure peut convertir une intuition juste en autoritarisme. Hélène est enfermée dans une cellule glacée, un espace qui exploite la faiblesse physique de son corps extensible. Le froid immobilise sa matière, l'empêche de se déployer, réduit son pouvoir à une tension douloureuse. Ce n'est pas une prison choisie au hasard. Evelyn comprend les super-héros par les contraintes de leur corps, puis les traite comme des variables dans une expérience. Sa maîtrise technique impressionne parce qu'elle est aussi impitoyable. De son côté,
Winston continue de croire que le sommet est sur le point de réussir. C'est une tragédie à petite échelle. L'homme qui a travaillé pour redonner une place aux héros devient l'instrument idéal de leur chute. Evelyn n'a même pas besoin de le convaincre de son récit. Il organise lui-même la rencontre, invite les dirigeants, promet la retransmission, ouvre les portes de l'Everjust. Chaque bonne intention fournit une pièce supplémentaire au piège. Le plan se déploie avec une économie glaciale. Les héros cachés sont conviés au navire. Les lunettes sont distribuées sous une apparence inoffensive. Les écrans deviennent des relais. Le sommet qui devait servir de démonstration de confiance va devenir une diffusion mondiale d'humiliation. Evelyn ne veut pas simplement battre les parts dans une salle privée. Elle veut que le monde les voie perdre leur maîtrise, menacer les gens qu'ils étaient venus protéger, puis confirme avec soulagement que les super-héros doivent rester illégaux. Bob reçoit l'appel qui le fait sortir de la maison. Il croit que Hélène a besoin de lui. C'est le détail auquel il ne peut pas résister. Depuis le début, il tente de prouver qu'il peut soutenir sa femme sans réclamer sa place. Dès qu'il imagine qu'elle est en danger, toute son ambivalence disparaît. Il part. Il ne prévient pas suffisamment les enfants parce qu'il pense pouvoir revenir vite. Chez les parts, cette idée a toujours été dangereuse. Aucune urgence n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Sur l'Everjust, Bob découvre trop tard que la détresse d'Hélène a été utilisée comme appât. Les lunettes attendent, les écrans s'allument, et son désir de la sauver est retourné contre lui. La séquence est particulièrement douloureuse parce qu'elle ne transforme pas Bob en idiot. Il agit comme quelqu'un qui aime. Evelyn connaît cette fidélité familiale et s'en sert avec une précision chirurgicale. La force de Mr. Indestructible ne sert à rien quand l'adversaire a appris à déclencher son réflexe le plus intime. Lucius arrive ensuite pour protéger les enfants. C'est un choix naturel. Il est l'ami de Bob, le héros qui sait entrer dans leur cuisine sans faire semblant que tout est normal. Mais même Frozone est dépassé. Les super-héros contrôlés par Evelyn ne se comportent pas comme une bande d'adversaires à vaincre. Ce sont des alliés privés de leur volonté. Il faut se défendre d'eux sans les détruire, les empêcher d'avancer sans leur faire de mal. Lucius est pris, lui aussi, sous l'emprise des lunettes. La maison, qui avait été le lieu fragile des petites catastrophes, devient soudain un endroit sans adultes libres. Violette et Dash voient ce qui arrive. Cette fois, personne ne leur demande de rester hors du danger. Ils entrent chez eux, portent le visage de héros qu'ils viennent à peine de rencontrer. Voix d'ouvre des passages dans les murs. Les autres super-héros les poursuivent à travers les couloirs de verre. Violette dresse ses champs de force. Dash court chercher une issue. Jack surgit, disparaît, se multiplie, avec ce mélange d'innocence et de puissance qui fait de lui une arme impossible à prévoir. La fuite vers l'incrédibile, la voiture de Bob, réunit les enfants autour d'une mission que le film a préparée depuis le début. Violette n'est plus seulement la fille qui veut être reconnue par Tony. Dash n'est plus seulement le garçon bloqué par ses devoirs. Jack n'est plus seulement le bébé qu'il faut surveiller. Chacun doit utiliser ce qu'il est devenu dans la maison, où les conflits étaient réels, mais encore réversibles. La différence, c'est qu'ils n'agissent plus sous le regard d'un parent prêt à corriger leur trajectoire. La voiture traverse la ville, les héros hypnotisés la suivent, et les enfants comprennent progressivement l'ampleur du piège. Le sommet ne peut pas être annulé à distance. Leurs parents sont sur l'Everjust. Lucius est prisonnier. S'il s'arrête, Evelyn obtient ce qu'elle veut. Alors ils font la seule chose que le premier film leur avait appris à faire et que le second a patiemment reconfiguré. Ils cessent de demander la permission d'être une équipe. Ce passage change aussi le statut de Bob. Absente, sa silhouette reste pourtant partout dans leur choix. Il a échoué à leur épargner le danger, mais son effort récent n'a pas été inutile. Violette a vu son père essayer de comprendre sa douleur. Dash l'a vu persévérer sur une feuille de mathématiques ridicule. Jack a été regardé, protégé, accompagné. Ces fragments de présence deviennent une forme de transmission. Les enfants ne partent pas parce que Bob les a transformés en soldats. Ils partent parce qu'il leur a, maladroitement, montré qu'aimer quelqu'un, c'est rester avec lui
quand la solution n'est pas prête. Evelyn pense avoir neutralisé les héros les plus puissants. Elle a sous-estimé la famille, et plus précisément ce qui échappe à tous ces écrans, l'improvisation affective. On peut mesurer la force de Bob, l'élasticité d'Hélène, la vitesse de Dash. On peut programmer une destination et hypnotiser une foule. Ce qu'on mesure moins facilement, c'est le moment où 3 enfants décident, sans qu'aucune caméra ne l'ait prévu, de monter à bord du piège pour aller chercher leurs parents. L'incrédible les conduit jusqu'au port, mais atteindre l'Everjust ne suffit pas. Le navire est déjà devenu une forteresse en mouvement. Ses invités croient assister à une soirée diplomatique. Les héros manipulés circulent comme des gardes. Evelyn a remplacé la confiance par une chorégraphie. Chaque porte verrouillée, chaque écran allumé, chaque passager guidé dans une certaine direction prouve que sa victoire ne dépend pas d'un affrontement unique. Elle a construit un environnement où les autres font exactement ce qu'elle a prévu avant même de comprendre qu'ils sont en danger. Violette, Dash et Jack-Jack n'ont pas le luxe de s'arrêter pour établir un plan complet. Ils connaissent les couloirs de l'Everjust seulement à travers les images de DevTech et les récits des adultes. Violette utilise son invisibilité non comme un tour de camouflage, mais comme une responsabilité. Elle avance en premier, vérifie un passage, décide quand Dash peut courir. Dash, qui a l'habitude de se sentir le plus rapide de la pièce, apprend à attendre son signal. Ce détail est discret. C'est aussi l'une des preuves que le garçon a grandi. Sa vitesse devient utile dès qu'elle cesse d'être un caprice. Jack-Jack est l'inconnu dans l'équation. Les lunettes d'Evelyn fonctionnent parce qu'elles imposent une image stable à un esprit. Or, Jack-Jack est tout sauf stable. Il se téléporte hors d'une prise, se multiplie au moment où il faudrait savoir quel enfant tenir, traverse une paroi, puis revient avec l'air, satisfait d'avoir gagné une partie. Là où Evelyn a préparé des réponses à des pouvoirs identifiables, le bébé échappe aux catégories. Il ne comprend pas vraiment la stratégie. Il comprend, en revanche, que sa famille est enfermée et que la lumière étrange sur les visages des adultes est mauvaise. Les enfants trouvent Hélène dans sa cellule. La voir immobilisée produit un choc particulier. Elastigirl était le moteur élégant du début, la femme qui s'étirait à travers la ville et retenait un train lancé à toute vitesse. Ici, son corps est ramené à une forme figée, presque cassante. Evelyn a choisi le froid parce qu'il transforme la souplesse en prison. Mais le film ne laisse pas ce renversement durer trop longtemps. Jack-Jack, avec une logique de bébé, qui ne connaît pas la différence entre un cadenas et un obstacle intéressant, parvient à s'approcher. Le geste décisif n'est pas une grande démonstration de puissance. Jack-Jack retire les lunettes de sa mère. Il touche l'objet qui a fait d'elle une marionnette, et l'emprise se défait. Hélène reprend conscience, d'abord désorientée, puis immédiatement attentive à ses enfants. C'est un très beau renversement de la situation familiale. Elle avait quitté la maison pour les protéger par son travail. Ce sont eux qui lui rendent la possibilité d'agir. Le film ne fait pas de cette scène une humiliation pour l'adulte. Il en fait la confirmation qu'une famille est une circulation d'aide, pas une hiérarchie fixe. Hélène n'a pas le temps de s'attendrir longtemps. L'Everjust est en route vers Municiberg et Evelyn a programmé son impact comme une conclusion politique. Le navire avance trop vite, rempli de dirigeants et de témoins. S'il percute la ville, les victimes seront réelles et l'horreur sera diffusée. Après cela, les super-héros contrôlés auront l'air responsables. Les images auront fait le travail. La stratégie du screenslaver, depuis le premier train, n'a jamais cessé de cacher le désastre. Elle a toujours été de faire en sorte que le public voie les mauvaises personnes au mauvais moment. Hélène retrouve Bob et Lucius. Ils portent encore les lunettes, guidés par des ordres qu'ils ne perçoivent plus comme des ordres. Bob est particulièrement pénible à approcher parce qu'il conserve toute sa force. Le combat entre Hélène et son mari évite la logique habituelle du duel de super-héros. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle peut le battre. Elle cherche un angle, une seconde, la possibilité de retirer les lunettes sans lui faire davantage de mal. Chaque coup retenu rappelle qu'il n'est pas son ennemi, même lorsqu'il se comporte comme tel. Violette apporte l'ouverture dont Hélène a besoin.
Dash détourne l'attention. Jack surgit où personne ne l'attend. Les enfants ne sont pas une équipe parfaite, mais ils commencent à combiner leurs décisions plutôt qu'à agir côte à côte. Hélène parvient à libérer Bob. À l'instant où son regard redevient le sien, la scène choisit la brièveté. Pas de longue explication sentimentale, juste la reconnaissance que le temps est compté et que chacun sait déjà quelle personne il doit retrouver ensuite. Lucius est libéré à son tour. Sa glace permet d'ouvrir des passages, de bloquer un mouvement, de ralentir les autres héros sans les blesser. Avec Hélène et Bob, il inverse enfin le rapport de force. Ils ne peuvent toujours pas se contenter de frapper. Void, Krushauer, Electrix et les autres sont victimes de la même manipulation. Les libérés demandent une coordination plus difficile que les vaincre. C'est là que les Indestructibles 2 s'écartent un peu du premier film. La victoire ne consiste pas à abattre un génie isolé dans son repère. Elle consiste à rendre leur volonté à des gens dont le pouvoir pourrait détruire la pièce s'ils se réveillent dans la panique. Void joue alors un rôle indispensable. Ces portails, qui semblaient au départ être des effets gracieux et un peu imprévisibles, deviennent une manière de redistribuer l'espace du navire. Un obstacle entre dans une ouverture et ressort ailleurs. Une personne peut échapper à un couloir fermé en traversant un vide lumineux. Son admiration pour Elastigirl avait fait d'elle une jeune héroïne touchante. Sa compétence, au moment critique, fait d'elle une partenaire. Elle ne devient pas utile parce qu'Hélène l'a choisie. Elle était déjà capable, et la situation lui donne simplement le droit de le montrer. Le retour des adultes libres est filmé comme une réparation en chaîne. Une paire de lunettes tombe, un visage revient. Une main hésite, puis se joint à l'effort. Evelyn avait construit son armée en isolant chaque volonté derrière une image unique. Les héros détruisent son système en recréant des liens rapides, concrets, sans discours. Bob tient ce qui doit être tenu. Hélène atteint ce qui paraît inaccessible. Lucius stabilise. Void relie. Dash transmet. Violette protège. Jack désorganise tout ce qui croyait être organisé. La course de l'Everjust vers Municiberg donne au final une géographie très claire. La ville approche. Le navire est trop massif pour simplement s'arrêter. Les passagers doivent être mis à l'abri. Les commandes ne répondent plus comme elles le devraient. Même avec l'emprise d'Evelyn affaiblie, la vitesse acquise ne disparaît pas par magie. Cette contrainte rend la séquence plus intéressante qu'un combat suspendu dans le vide. Le problème est mécanique, collectif, et le temps se lie dans la distance qui reste avant la côte. Bob utilise sa puissance non pour projeter quelqu'un, mais pour changer la trajectoire de la masse entière. Son corps devient un point de résistance face au navire. Hélène s'étend autour de structures qui ne peuvent pas céder. Lucius gèle des zones qui doivent tenir. Void ouvre des passages là où l'eau et les obstacles peuvent être déplacés. Dash court le long des surfaces pour porter une information ou activer un mécanisme. Violette construit des protections pour les passagers. La scène résume chaque pouvoir par sa fonction la plus généreuse, empêcher que l'autre tombe. Ce qui avait commencé par une foreuse incontrôlable se referme donc sur un autre véhicule immense, lancé vers la ville. Le film crée un écho très net. Au début, les parts étaient ensemble, mais désaccordées, et ils n'avaient pas pu empêcher le démolisseur de fuir avec son butin. À la fin, l'équipe est plus large, plus diverse. Et elle ne cherche pas à gagner une bataille au sens spectaculaire. Elle cherche à éviter un crash. La gloire serait de détruire le méchant. La maturité consiste à sauver tous ceux qui se trouvent encore à bord, y compris ceux qui ont été utilisés contre eux. Violette incarne particulièrement ce changement. Elle n'est pas placée en retrait parce qu'elle est l'adolescente de la famille. Son champ de force devient une réponse au danger collectif. Au début du film, elle l'utilisait aussi comme une porte fermée, une manière de dire que personne ne pouvait entrer dans sa peine. Sur l'Everjust, la même capacité protège des inconnus qui ne savent même pas son nom. Le pouvoir n'a pas changé. Son rapport au monde, oui. Dash traverse le final avec un plaisir qui ne réduit jamais l'enjeu. Il aime courir, il aime l'énergie, il aime la sensation d'être enfin autorisé à faire ce qu'il sait faire. Mais le garçon qui s'amusait à dépasser les autres devient celui qui s'arrête pour transmettre
regarde si Violette a besoin de lui, s'assure que Jack n'est pas resté derrière. Sa vitesse n'est plus seulement une manière de sortir du cadre. Elle devient une manière d'être présent partout où la famille a besoin de lui. Quant à Jack, il reste délibérément incontrôlable. Le film ne prétend pas avoir résolu son mystère. Son costume d'Edna a permis de canaliser un peu le chaos. Sa famille a appris à ne pas le sous-estimer, mais il ne devient pas un petit super-héros déjà prêt pour une mission officielle. Il demeure un enfant. Sa puissance fait rire parce qu'elle est disproportionnée, mais elle rappelle aussi que les parts ne pourront jamais fabriquer une normalité parfaite en verrouillant tout. Ils devront vivre avec l'imprévu, ce qui est peut-être la définition la plus honnête d'une famille. À mesure que les héros font dévier l'Everjust, le plan d'Evelyn s'effondre devant les mêmes caméras qu'elle voulait manipuler. Les images existent toujours. Elles montrent autre chose. Des super-héros qui ne cherchent pas à être admirés, qui se déplacent de poste en poste parce qu'un navire rempli de gens doit être sauvé. C'est une réponse plus forte que le discours de Winston et plus forte que la provocation du screenslaver. Pas parce qu'elle promet des héros parfaits, mais parce qu'elle laisse les actes contredire le piège. Le navire évite finalement la catastrophe. Il y a du métal froissé, de l'eau, des manœuvres impossibles, mais la ville n'est pas frappée. Le public assiste à la chose même qu'Evelyn croyait pouvoir rendre impossible, une démonstration de puissance qui ne vole pas l'autonomie des autres, qui leur rend au contraire une chance de continuer. Pourtant, elle n'est pas encore arrêtée. Comme toute personne qui a bâti son identité sur un contrôle absolu, elle a prévu une sortie pour le moment où le système ne lui obéirait plus. Cette sortie prend la forme d'un petit jet accroché au navire, un appareil de secours conçu pour se détacher au moment opportun. Evelyn tente de fuir pendant que les autres sauvent les passagers. C'est une décision qui révèle beaucoup plus qu'elle ne le semble. Elle avait accusé les super-héros de fuir la responsabilité des citoyens en les laissant attendre un sauveur. Lorsque son plan échoue, elle ne reste pas pour assumer les conséquences de ses propres actes. Elle prend l'appareil le plus rapide disponible et choisit sa survie. Hélène la poursuit. Après avoir passé une grande partie de la dernière partie sous le contrôle d'Evelyn, elle retrouve sa mobilité dans un affrontement où il n'y a plus de public à convaincre. Le combat n'est pas prolongé artificiellement. Evelyn n'a pas besoin de devenir plus forte que l'héroïne pour être dangereuse. Elle a déjà démontré que l'intelligence technique, quand elle se coupe de l'empathie, peut placer des villes entières au bord du désastre. Hélène parvient à l'empêcher de s'échapper et l'arrestation arrive sans triomphe excessif. La menace tombe parce que son réseau de contrôle a cessé de fonctionner, pas parce qu'une phrase brillante aurait tout résolu. Winston, lui, doit regarder la vérité en face. Sa sœur a utilisé son projet, son navire, ses invités et son rêve de réhabilitation pour fabriquer l'accident qui les condamnerait tous. Le film lui laisse une forme de douleur très spécifique. Il n'était pas complice. Mais son optimisme a ouvert les portes. Winston avait raison de croire que les super-héros pouvaient faire du bien. Il avait tort de croire qu'une bonne image suffisait à garantir la solidité de ce qu'il construisait. Son deuil n'est pas seulement familial. Il porte sur la confiance qu'il avait placée dans un récit trop simple. La suite ne prétend pas que le sauvetage de l'Everjust efface toute question politique. Les lois recommencent à changer parce que la ville a été sauvée devant témoins, oui. Mais le film garde une trace de la critique d'Evelyn, débarrassée de sa violence. Les parts vont pouvoir agir légalement. Cela ne veut pas dire que les citoyens doivent cesser d'agir, ni que chaque problème doit attendre l'arrivée d'un costume rouge. La différence est essentielle. Aider n'est pas remplacer. Un héros digne de ce nom ne retire pas aux autres leur capacité de choix. L'explication de la fin tient donc dans ce conflit entre deux manières de considérer la dépendance. Evelyn pense que l'existence des super-héros fabrique nécessairement des gens passifs. Winston pense qu'il suffit de rendre les héros visibles pour que tout aille mieux. Les parts ne formulent pas une théorie parfaite entre les deux. Ils montrent quelque chose de plus concret. Bob demande de l'aide à Edna. Hélène accepte que ses enfants la délivrent.
Dash apprend à suivre Violette. Violette accepte que son père essaie, même imparfaitement. La famille fonctionne lorsqu'aucun de ses membres ne porte tout seul le rôle de sauveur. Cette logique explique aussi pourquoi Bob est si important, alors qu'Hélène occupe la plupart des scènes d'action. Son arc n'est pas de prouver qu'il reste le plus fort. Il est de découvrir que sa place auprès des enfants a une valeur que personne ne lui a retirée. Au début, il entend la proposition de Winston comme une mesure de ses dégâts, et donc comme un jugement sur son échec. À la fin, il n'a plus besoin d'être l'unique visage de la famille. Quand l'Everjust menace la ville, il met sa force au service d'une structure collective. Il devient l'une des réponses, pas la réponse entière. Hélène, elle, ne revient pas de cette aventure avec une gloire isolée. Elle a été choisie parce qu'elle était plus prudente, plus précise, plus facile à présenter au public. Mais elle a aussi été manipulée parce que son sens du devoir la rendait prévisible. La fin ne retire rien à sa compétence. Elle lui ajoute une leçon qui résonne avec celle de Bob. Une héroïne peut être brillante et avoir besoin que les autres la regardent assez bien pour voir qu'elle est en danger. Son indépendance n'a jamais exigé qu'elle reste seule. Violette reçoit une réparation plus modeste et c'est exactement ce qu'il lui faut. Tony retrouve la place qu'il avait perdue dans son esprit. Dicker a pu remettre les choses en ordre. Il ne devient pas soudainement un partenaire idéal, ni une récompense distribuée après la bataille. Il redevient simplement un garçon qui veut aller au cinéma avec elle. Après des navires, des écrans et des lois, cette perspective a quelque chose de presque incroyable. Une adolescente peut enfin espérer un rendez-vous ordinaire. La dernière partie prend soin de ne pas traiter cette normalité comme une retraite. Violette monte dans l'incrédibile avec ses parents et ses frères. Tony est là, un peu nerveux, mais il sait désormais qui elle est. Quand la police lance une poursuite dans les rues, l'épars voit le danger avant tout le monde. Les masques sortent. Le véhicule change de rythme. Violette dépose Tony devant le cinéma en lui promettant de revenir vite, puis rejoint les siens pour intervenir. Cette conclusion est plus légère qu'une fermeture définitive. Elle ne prétend pas que les parts ont résolu leur vie domestique, l'opinion publique, les nouvelles responsabilités de Jack ou le besoin de Dash de courir partout. Elle leur redonne simplement le droit de répondre quand une urgence les appelle. La promesse de Violette à Tony est délicieuse parce qu'elle contient tout ce que la famille doit encore apprendre à concilier. Elle veut vivre sa vie de jeune fille et elle veut faire partie de l'équipe. Pour elle, l'un ne supprimera jamais totalement l'autre. Le dernier plan de la famille en mouvement reprend la vitesse du début, mais avec une sensation très différente. Au commencement, ils avaient quitté une bataille avec des cartons et des interdictions. À la fin, ils foncent vers une nouvelle poursuite parce qu'ils ont accepté la forme instable de leur existence. Leur quotidien ne sera jamais paisible au sens strict. Il y aura des devoirs, des rendez-vous manqués, des bébés qui traversent les murs, des décisions politiques qu'ils ne maîtrisent pas. Pourtant, ils ne sont plus définis par le fait de se cacher. Le film s'arrête avant de résoudre le prochain incident, et c'est le bon choix. La vraie fin n'est pas l'arrestation d'Evelyn ni le retour des super-héros à la légalité. C'est cette voiture qui part, avec Bob au volant, Hélène à ses côtés, Dash impatient, Jack en réserve de chaos, et Violette assez sûre d'elle pour croire qu'elle peut revenir au cinéma après avoir aidé à arrêter un criminel. L'histoire ne ferme pas une porte. Elle rend à la famille le droit de l'ouvrir. Il y a un écho discret avec le tout premier incident du démolisseur. À ce moment-là, les parts étaient déjà capables d'agir, mais le monde leur répondait que leur action coûtait trop cher. Dans le final, ils n'ont pas appris à être sans conséquences. Personne ne peut l'être. Ils ont appris à regarder les conséquences, à répartir la charge, à ne plus confondre héroïsme et apparition solitaire. Voilà pourquoi l'échec du démolisseur n'est pas effacé, il est transformé en point de départ. Cette manière de conclure explique le titre original, Incrédible 2, et la continuité presque immédiate avec le film de 2004. 13 ou 14 années ont séparé les sorties en salle, selon la façon de compter les calendriers, mais quelques minutes seulement séparent les deux récits.
Brad Bird ne revient pas pour raconter une nouvelle origine. Il s'intéresse à ce qui arrive juste après le grand moment de délivrance. Les héros ont remis leur masque. Très bien. Qui prépare le dîner? Qui prend le train suivant? Qui décide si un pouvoir doit être montré ou caché? Cette proximité temporelle donne à la suite une énergie particulière. Les enfants n'ont pas grandi entre les films, même si le public a eu le temps de les imaginer autrement. Dash conserve son impatience. Violette garde ce mélange de réserve et de colère adolescente. Jack passe, lui, de la promesse comique de la fin précédente à un personnage capable de renverser les règles de chaque scène. La suite refuse le raccourci confortable qui ferait de la famille une équipe déjà consacrée. Elle les retrouve juste avant que cette équipe devienne vraiment ce qu'elle peut être. Le choix de faire d'Hélène le visage public de la campagne est alors beaucoup plus qu'un geste de répartition. Dans le premier film, elle était déjà l'une des sources de lucidité de la famille. Ici, la caméra la suit au travail, sur sa moto, dans les couloirs où les informations changent tout le temps. Elle devient l'axe visible de l'aventure, sans devoir renier sa place de mère. Le film ne lui demande pas de prouver qu'elle peut être exceptionnelle malgré sa famille. Il montre que cette famille l'a préparée à décider vite, à écouter plusieurs urgences à la fois, à se plier sans se perdre. Bob vit le miroir inverse. Il n'est pas réduit à un père dépassé pour que l'émancipation d'Hélène paraisse plus brillante. Ces scènes à la maison sont écrites avec la même précision que les poursuites. Une résolution impossible, une information manquante, une réaction trop rapide, puis l'obligation de recommencer autrement. Il apprend la patience comme Hélène apprenait la conduite sur un train aérien. L'échelle change. La difficulté, pas vraiment. Et c'est pour cela que la dernière poursuite n'a pas besoin d'être montrée jusqu'à sa conclusion. Elle affirme que les parts continueront de rencontrer des problèmes sans disposer d'une formule qui les résout. Ils ont seulement acquis quelque chose de plus solide. La capacité de se faire confiance sans se demander à une seule personne d'être invincible. Cette solidité se ressent dans la façon dont le film cadre les corps. Les Indestructibles 2 vient de Pixar, mais il ne cherche jamais à faire oublier qu'il est un film d'animation en poursuivant un réalisme lisse. Les personnages gardent des proportions très graphiques. Épaules massives de Bob, taille fine d'Hélène, silhouette anguleuse de Violette, jambes déjà lancées vers l'avant chez Dash. Cependant, chaque mouvement possède un poids. Quand Bob tombe de fatigue sur le canapé, son volume compte. Quand Hélène se tend entre deux bâtiments, la tension de son corps raconte l'effort avant même que le danger soit expliqué. Le contraste entre Bob et Hélène est particulièrement vivant. Bob occupe les pièces, ses épaules arrivent avant lui, ses gestes ont la pesanteur d'un homme qui a longtemps cru que tout devait pouvoir céder sous sa poussée. Hélène, elle, transforme la place disponible. Dans un couloir, elle se fait mince. Sur sa moto, elle devient une diagonale. Face au train, elle se déploie en arc, puis en câble, puis en surface de protection. Cette différence n'est jamais un simple code de genre. Elle sert à raconter deux manières de porter une responsabilité. Les décors prolongent ce travail. Municiberg et New Urbem mélangent le goût rétrofuturiste de la série avec une ville plus dense, plus brillante, plus verticale. Les voitures semblent dessinées par des designers des années 60 qui auraient imaginé la vie connectée. Les immeubles ont des angles nets, des façades larges, des lobbies où la lumière glisse sur le sol. On comprend pourquoi DevTech peut paraître séduisante. Son monde a la beauté froide d'une promesse technologique qui ne montre jamais les câbles derrière les murs. La maison départ est l'exemple le plus précis. Ces baies vitrées font entrer le paysage dans chaque pièce, mais elles empêchent aussi l'intimité. Au début, les enfants s'émerveillent devant l'espace et les gadgets. Très vite, Bob comprend que l'espace ne résout rien. Il y a toujours une chambre dans laquelle Violette peut se retirer, une cuisine dans laquelle Dash peut protester, un salon trop vaste pour empêcher Jack de disparaître. La maison fait penser à une récompense. Elle révèle en réalité à quel point la famille reste vulnérable lorsqu'elle est exposée. À l'inverse, les lieux du screenslaver sont fragmentés. Écrans empilés, surface réfléchissante, pièces où la source de lumière reste incertaine.
Le film ne montre pas seulement un personnage utilisant des moniteurs. Il organise les plans pour que l'on doute de ce qui est regardé. Une silhouette peut apparaître dans un reflet avant de devenir réelle. Un visage dans une télévision peut commander une personne située hors champ. Cette grammaire est plus efficace que de longues explications sur la technologie. Le spectateur ressent, dans la composition, que voir n'est pas toujours comprendre. Le motif des écrans est d'ailleurs plus riche que le slogan du méchant. Evelyn se sert de la lumière pour contrôler les autres, mais la campagne de Winston fonctionne aussi grâce aux images. Hélène est filmée pendant ses missions. Son retour doit être regardé pour convaincre. Le film n'oppose donc pas naïvement l'écran mauvais à l'action bonne. Il demande ce que devient une action quand elle est montée, répétée, transformée en événement public. Les images peuvent faire reconnaître un sauvetage. Elles peuvent aussi détacher ce sauvetage de sa vérité et le retourner contre celui qui l'a accompli. Cette ambiguïté rejoint le travail du compositeur Michael Giacchino, de retour après le premier film. Sa musique garde le goût des cuivres, du jazz et des rythmes d'espionnage qui donnaient à la famille Parr une allure de vieux serial modernisé. Lorsque Hélène part en mission, les accents de la partition accompagnent son élan sans lui donner un triomphe permanent. Il y a de la vitesse, de la nervosité, parfois une ironie légère. Pour Bob à la maison, la musique c'est au contraire laisser la comédie naître du décalage. Un père épuisé et un devoir de mathématiques peuvent recevoir une énergie presque aussi dramatique qu'une poursuite. La bande sonore ne sert pas seulement à relier les scènes. Elle rappelle que Les Indestructibles ont toujours été une histoire de cinéma populaire fabriquée avec une grande précision. Les décollages, les freins, la glace de Frozone, le crépitement électrique d'Electrix, les éclats de verre de la maison. Tous ces sons donnent de la matière au pouvoir. Quand Hélène s'allonge, son corps ne se contente pas de prendre une autre forme. Il frotte, se tend, rebondit contre le décor. Quand Jack se téléporte, le son prépare souvent l'effet avant que l'œil ne le confirme. Cette attention au son rend la séquence du screenslavé plus dérangeante. Sa voix filtrée, les interruptions, les bourdonnements de ses écrans créent une menace qui ne dépend pas d'une apparence monstrueuse. Il pourrait parler depuis n'importe quel appareil. La technologie n'est pas magique. Elle est partout. Et cette proximité suffit. Brad Bird évite ainsi de faire de son histoire une prophétie pesante sur les écrans modernes. Il prend une peur très simple, celle d'être passif devant une image, puis l'exagère jusqu'au thriller pour mieux la faire entrer dans le langage du film de super-héros. Le doublage original contribue énormément à la cohérence de la famille. Holly Hunter retrouve Hélène avec une voix vive, capable de passer de l'ironie domestique à la concentration d'une mission sans perdre sa chaleur. Craig T. Nelson donne à Bob une assurance qui se fissure graduellement. Il suffit qu'il cherche ses mots devant Dash pour que l'on entende sa fatigue derrière son ton de père déterminé. Sarah Vowell fait de Violette une adolescente qui ne devient jamais une caricature de sarcasme. Son retrait, sa colère et son courage ont chacun une couleur différente. Huck Milner reprend Dash, tandis que Samuel L. Jackson retrouve Lucius, toujours précis dans son mélange de confiance et de moquerie amicale. Les nouveaux venus sont choisis avec une grande justesse. Bob Odenkirk donne à Winston ce débit enthousiaste, qui peut paraître généreux sans devenir insignifiant. Catherine Keener, elle, compose Evelyn par retenue. Le fait qu'elle ne force pas l'énigme rend la révélation plus crédible. Evelyn était là, proche, utile, et son calme ne pouvait pas être lu à l'avance comme une preuve. Brad Bird prête de nouveau sa voix à Edna Mode. Le personnage aurait pu n'être qu'une apparition obligatoire, une machine à réplique célèbre. La suite lui donne une fonction beaucoup plus drôle. Elle traite Jack comme le projet le plus fascinant de sa carrière, mais son efficacité révèle aussi ce que Bob refuse d'admettre. Il existe des compétences que l'on ne possède pas encore. Demander à Edna de garder le bébé, ce n'est pas perdre. C'est reconnaître qu'un problème complexe mérite une personne qui sait l'observer autrement. Cette idée traverse les personnages secondaires. Voide n'est pas réduite à l'admiratrice enthousiaste. Sa nervosité devient une autre forme de perception.
Elle a grandi en regardant Hélène, donc elle sait identifier une héroïne lorsqu'elle la voit. Krushauer, Electrix et les autres ne reçoivent pas tous une longue histoire individuelle, mais ils suffisent à donner un poids au retour légal des super. Ce qui est en jeu sur les Verjust n'est pas seulement la liberté départ, c'est la possibilité pour ces gens de ne plus se cacher comme des anomalies. Le scénario prend aussi un plaisir rare à ne pas séparer nettement le comique du danger. Le raton laveur et Jack Jack font rire parce que le bébé applique à un animal affamé une violence de super-héros miniature. Mais cette scène révèle la vraie inquiétude de Bob. Les mathématiques de Dash deviennent hilarantes parce que la mise en scène leur donne la gravité d'un affrontement, mais elles préparent surtout le moment où Bob accepte de ne pas savoir. Même Tony, effacé par un gadget de Dicker, demeure drôle par la gêne de la rencontre. Pourtant, pour Violette, cet effacement est une douleur authentique. Cette capacité à tenir deux tons à la fois donne à la suite une maturité plus fine que son principe, très simple, ne le laisse croire. Le film peut passer d'un bébé qui tire des rayons par les yeux à une discussion sur l'absence parentale, sans demander au spectateur de changer de monde. Dans la vie départ, les deux choses appartiennent à la même journée. C'est aussi pour cela que le mot « famille » n'est jamais un joli autocollant sur le générique. C'est une structure de récit. Chaque intervention extérieure modifie immédiatement les relations à la maison. Après le premier film, on aurait pu attendre que la nouvelle aventure envoie Bob seul contre une menace encore plus grande. Le choix inverse rend Les Indestructibles 2 beaucoup plus intéressant. Il donne à Hélène la trajectoire qui lui manquait, puis utilise Bob pour regarder le travail domestique avec une honnêteté rare dans un grand film d'animation. Le résultat ne consiste pas à échanger simplement les rôles d'un homme et d'une femme. Le film observe ce qui se passe lorsqu'un personnage habitué à recevoir les applaudissements découvre qu'une journée réussie peut ne laisser aucune trace visible. Il faut aussi remarquer le soin apporté aux gestes des enfants. Violette baisse parfois les yeux avant de parler, puis son visage se ferme quand elle croit qu'on ne l'écoute pas. Dash bouge même lorsqu'il est censé attendre. L'énergie de ses mains raconte l'effort qu'il fait pour ne pas partir. Jack Jack change sans arrêt de centre d'attention, mais le dessin garde dans ses expressions une curiosité de vrai bébé. Ces détails donnent de la densité à des personnages qui auraient pu être résumés à leur super pouvoir. La durée du film, environ 1h58, lui permet de faire respirer ses gestes sans perdre sa vitesse. Les séquences d'action sont nombreuses, mais elles ne sont pas empilées pour occuper l'écran. Le train fait avancer la campagne d'Hélène. L'attaque du diplomate précise le danger des écrans. La chasse aux faux screens lavés prépare la trahison. La fuite dans la maison force les enfants à agir. L'Everjust réunit tous les fils. Chaque morceau spectaculaire a une conséquence émotionnelle ou politique, ce qui explique pourquoi le final semble mérité plutôt que simplement plus bruyant. Il y a dans cette construction une confiance très particulière envers le public. Les Indestructibles 2 ne demandent pas de choisir entre le plaisir d'une aventure rapide et l'intérêt pour ce que ces personnages font de leurs erreurs. Il veut les deux. Il veut que l'on admire Hélène quand elle sauve un train, puis que l'on comprenne pourquoi Bob s'effondre devant une pile de fiches. Il veut que la révélation d'Evelyn surprenne, mais que le spectateur puisse ensuite revoir la place qu'elle occupait dans chaque scène. Il veut que Jack Jack fasse rire et que son imprévisibilité devienne, au moment utile, une faille dans le système adverse. Ce mélange est sans doute la qualité la plus fidèle à l'esprit du premier épisode. La franchise n'a jamais traité les pouvoirs comme une fuite vers un monde totalement différent. Les pouvoirs rendent plus visibles les tempéraments déjà là. Bob est fort parce qu'il veut porter tout seul. Hélène est élastique parce qu'elle sait s'adapter et relier. Violette disparaît parce qu'elle voudrait parfois que le regard des autres s'efface. Dash court parce qu'attendre lui coûte physiquement. Jack Jack, enfin, est un bébé. Il n'a pas encore choisi une forme définitive. Dans la suite, ces correspondances ne sont pas des diagnostics rigides. Elles évoluent. Bob apprend à partager. Hélène apprend à recevoir de l'aide.
Violette transforme ses murs en protection. Dash transforme sa course en service. Jack reste une promesse ouverte. Le super-pouvoir ne décide donc jamais entièrement de la personne. Il amplifie une question qu'elle devra résoudre autrement. Ce choix explique pourquoi Les Indestructibles 2 a pu porter le poids d'une attente aussi longue. Le premier film était sorti en 2004. La suite arrive en 2018, avec Brad Bird de nouveau à l'écriture et à la réalisation. 14 ans, pour le public, c'est assez pour qu'une nostalgie devienne une exigence. Beaucoup de suites reviennent avec la promesse de retrouver des visages familiers. Celle-ci prend un risque plus intelligent. Elle repart du dernier geste connu, mais change le point de vue sur la famille. Le succès commercial a confirmé l'ampleur de cette attente. Le film a dépassé 1,24 milliard de dollars de recettes mondiales, après un démarrage américain de plus de 182 millions de dollars. Ces chiffres sont impressionnants, mais ils ne disent pas seulement qu'un public voulait revoir les costumes rouges. Ils disent aussi qu'une histoire de super-héros pouvait encore rassembler très largement en refusant de réduire ses personnages à des silhouettes de combat. Dans son année de sortie, le film se place parmi les grands phénomènes de cinéma populaire, sans avoir besoin de changer la nature intime de sa famille. La réception critique a largement salué son animation, son action, son humour, la musique de Giacchino et la place enfin donnée à Hélène. Les discussions ont été plus nuancées sur l'identité du screenslaver, certains spectateurs ayant deviné assez tôt que le livreur n'était qu'un leurre. Ce débat est intéressant parce qu'il passe à côté d'une partie du projet. L'énigme n'est pas seulement un jeu de coupables. La vraie surprise est la manière dont Evelyn transforme une critique de la fascination pour les héros en dispositif qui réclame une obéissance totale. On peut deviner l'identité d'Evelyn et rester touché par la révélation parce que la scène ne repose pas uniquement sur son nom. Elle reconfigure ce que l'on vient de voir. La technologie qui aidait Hélène devient une technologie qui l'avait guidée. Les explications soigneuses d'Evelyn deviennent des étapes de mise en place. Le soutien de Winston devient, sans qu'il le sache, une partie du piège. Un bon retournement ne se limite pas à cacher une information. Il rend soudain visible l'architecture qui était devant nous. Evelyn n'est donc pas un méchant mémorable parce qu'elle a le costume le plus spectaculaire. Au contraire, le screenslaver a quelque chose d'assez froid et d'assez anonyme. Son efficacité vient du fait qu'il exploite un geste quotidien. Regarder une lumière. Lorsque le masque tombe, le film ne révèle pas une créature plus grande. Il révèle une femme qui croyait tellement à sa conclusion qu'elle ne percevait plus la violence de ses moyens. La menace n'est pas l'écran tout seul. C'est le moment où quelqu'un décide que les autres ne méritent plus de choisir ce qu'ils regardent, ni ce qu'ils pensent. Dans cette perspective, la famille Parr offre une réponse discrète à Evelyn. Elle ne répond pas par une profession de foi sur les héros. Elle répond par des scènes où chacun reconnaît une limite. Bob ne peut pas faire les devoirs de Dash à sa place. Hélène ne peut pas empêcher Violette d'être blessée par Tony. Violette ne peut pas protéger Jack de chaque conséquence de ses pouvoirs. Pourtant, ils ne renoncent pas les uns aux autres. Ils cherchent une aide, partagent une information, retirent une paire de lunettes, tiennent une porte ouverte quelques secondes de plus. Cette réponse est plus intéressante que l'optimisme de Winston, parce qu'elle ne suppose pas que les gens ont besoin d'un symbole impeccable. Les Parr sont visibles dans leur désordre. Bob est jaloux. Hélène est trop confiante dans sa mission. Violette se referme. Dash s'impatiente. Jack est une boule de hasard. Le film ne leur demande jamais de devenir une affiche parfaite pour mériter d'aider. Il leur demande de reconnaître ce qu'ils font aux autres quand ils sont fatigués, blessés ou persuadés d'avoir raison. Les vers justes est le meilleur résumé visuel de ce débat. Ce bateau porte un nom qui promet une justice durable, mais il avance sans que ses passagers puissent décider de sa destination. Evelyn veut qu'il frappe la ville pour démontrer que les super-héros sont dangereux. En vérité, le danger le plus immédiat est un véhicule gigantesque dirigé par une seule personne qui a retiré à tous les autres leur libre arbitre. Lorsque les héros le déviennent,
Il ne prouve pas que la force exceptionnelle doit gouverner. Il prouve que le pouvoir peut servir à rendre de nouveau possible l'action de tous. Cette nuance est ce qui préserve le film de la leçon facile. Il serait simple de dire que les super-héros sont bons et que quiconque les critique est mauvais. Or, Evelyn formule une inquiétude que le récit prend au sérieux. Une société qui attend toujours un sauveur peut se dessécher. Le problème n'est pas la question. Le problème est qu'elle transforme cette question en justification pour contrôler les autres. La suite ne répond pas que l'autonomie est inutile. Elle montre que l'autonomie ne naît pas de l'abandon. Elle grandit lorsqu'une aide ne réclame pas de domination en échange. Il y a aussi un plaisir très concret à regarder cette idée circuler dans un film de Pixar. Une grande partie de l'animation américaine a longtemps réservé les enjeux familiaux aux moments calmes, puis l'action aux personnages qui s'en éloignent. Ici, le conflit familial est déjà une forme d'action. Bob doit apprendre à entendre une adolescente en colère avec la même attention qu'Hélène met à suivre une piste. Dash doit apprendre une méthode plutôt que forcer une réponse. Jack doit être observé avant qu'il ne transforme une poubelle en champ de bataille. Le récit ne ralentit pas lorsqu'il entre dans la maison. Il change de vitesse. Cette manière de faire donne même une nouvelle valeur aux scènes comiques. Le raton laveur ne sait pas qu'il est devenu l'adversaire d'un bébé au pouvoir sans limite, mais Bob comprend grâce à cet incident que Jack n'est plus un secret amusant. Edna, en fabriquant son costume, ne vient pas simplement offrir un passage attendu des fans. Elle rend visible un travail d'adaptation que Hélène accomplissait depuis des années sans costume de scène. L'humour ne détourne pas du sujet. Il lui permet d'entrer dans le récit sans peser. Les nouvelles figures de super-héros évitent également de fermer le monde sur les seules parts. Wade est parfois maladroite dans son admiration, mais le film ne la punit jamais pour cela. Elle est une jeune femme qui voit, dans le parcours d'Hélène, une possibilité pour elle-même. Sa contribution au final rappelle que l'exemple n'est pas une emprise. On peut admirer quelqu'un sans devenir son extension. Dans un récit où le screenslaver fait des gens des doubles de sa volonté, c'est une différence précieuse. La place de Violette est peut-être la plus subtile. Ses pouvoirs permettent de disparaître et de dresser des murs. Il serait facile d'y lire uniquement une métaphore de l'adolescence, puis de s'en tenir là. Le film va plus loin en montrant que ce qui la blesse n'est pas seulement la timidité. C'est le fait d'avoir vu une relation possible supprimée par une décision d'adulte prise pour sa sécurité. Dicker ne voulait pas lui nuire, Bob veut réparer. Mais Violette ne peut pas être consolée par l'intention seule. Elle a besoin que les adultes comprennent ce qu'ils ont pris sans lui demander son avis. Quand Tony l'attend de nouveau à la fin, le film ne récompense donc pas Violette avec une romance idéale. Il lui rend une possibilité qu'une intervention extérieure avait volée. Elle garde son masque, mais elle n'est plus obligée de perdre chaque expérience ordinaire pour le porter. C'est tout ce que la légalisation signifie à l'échelle d'une adolescente. Pas une médaille, pas une tribune, la chance de ne pas avoir à disparaître dès qu'elle commence à être vue. Le trajet de Bob est tout aussi précis. Pendant la campagne d'Hélène, il apprend une chose que sa force lui avait permis d'éviter. La compétence n'est pas une identité immobile. Être très bon dans une situation ne garantit rien dans une autre. Bob sait retenir un train, soulever un véhicule, affronter une menace visible. Il doit devenir débutant devant le sommeil d'un bébé, l'humeur de sa fille ou les devoirs de son fils. Cette position lui fait mal parce qu'elle blesse son orgueil. Elle le rend aussi plus humain. Sa meilleure victoire n'est pas une scène où il surpasse Hélène. C'est le moment où il accepte les conseils de Lucius, confie Jack à Edna, continue de chercher une solution pour Tony, puis se tient aux côtés de sa femme, sans réclamer que le récit revienne immédiatement à lui. Dans la dernière action, il est indispensable. Mais son importance ne dépend plus du fait d'être le seul capable d'agir. Cette évolution fait de Mr. Indestructible un personnage plus intéressant, justement parce qu'elle admet qu'un homme très fort peut avoir beaucoup à apprendre. Hélène, de son côté, ne se résume jamais à la démonstration inverse. Sa réussite professionnelle n'est pas présentée comme une revanche contre Bob.
Elle travaille parce qu'elle est compétente, parce qu'une occasion existe, parce que la cause compte. Le film la laisse aimer son indépendance, aimer sa moto, aimer l'adrénaline d'une mission menée seule. Puis il montre que cette indépendance n'exige pas qu'elle ignore sa fatigue ou qu'elle refuse le secours de ses enfants. Une héroïne n'est pas plus libre lorsqu'elle porte tout sans le dire. Ce double mouvement donne à la fin une émotion plus durable que la résolution de l'intrigue policière. Les lunettes tombent. L'Everjust évite la ville. Evelyn est arrêtée. Mais ce qui reste, ce sont les nouvelles habitudes rendues possibles par la crise. Bob a regardé le travail d'Hélène de près. Hélène a été sauvée par Violette, Dash et Jack-Jack. Les enfants ont été forcés de voir leurs parents comme des personnes faillibles, ce qui n'efface pas leur admiration, mais la rend plus vraie. Après l'éclat des pouvoirs, le film garde donc un goût de quotidien. On pense à Violette qui doit revenir au cinéma, à Dash qui voudra sûrement raconter l'urgence avant de finir ses devoirs, à Bob qui devra encore surveiller un bébé capable de traverser les murs. Cette matière ordinaire est exactement ce qui empêche Les Indestructibles 2 de devenir une aventure interchangeable. Les grandes scènes existent pour éclairer ces détails, et les détails donnent aux grandes scènes quelque chose à protéger. Peut-être est-ce là que la suite mérite le mieux son titre français. Ces personnages sont appelés indestructibles, mais ils passent 2 heures à découvrir leur fragilité. La force de Bob ne le protège pas du doute. L'élasticité d'Hélène ne la protège pas de la manipulation. Les murs de Violette ne la protègent pas de la peine. La vitesse de Dash ne le fait pas grandir plus vite. Le film ne contredit pas leur nom. Il lui donne une autre densité. Ils ne sont pas indestructibles parce qu'ils ne tombent jamais. Ils le deviennent parce qu'après chaque chute, quelqu'un est là pour les aider à se relever. Et lorsque l'incrédible repart dans la nuit, ce n'est pas une déclaration que tout sera désormais simple. C'est le son d'un moteur qui s'éloigne, une sirène au loin, et une famille qui sait qu'elle arrivera probablement trop vite, trop bruyamment, avec un bébé imprévisible sur la banquette arrière. Violette promet de revenir après le cinéma. Bob accélère. Hélène sourit. Le prochain problème les attend déjà. Avant de laisser cette voiture disparaître, il reste un détail de mise en scène qui résume la confiance du film. Le monde a enfin accordé aux super le droit d'exister à découvert. Mais les parts ne sont pas rangés sur une estrade pour recevoir une récompense. Ils restent enfermés dans leur voiture, tassés comme n'importe quelle famille en route vers une soirée qui ne se déroulera pas exactement comme prévu. Le costume ne les sépare pas du quotidien. Il attend entre 2 rendez-vous, prêt à ressortir si la vie l'appelle. C'est pourquoi le dernier départ ne promet aucune vie héroïque sans contretemps. Il garde la couleur de la comédie, l'urgence d'une poursuite et l'affection un peu désordonnée qui relie les 5 personnages. Bob ne conduit pas vers une statue. Hélène ne pose pas devant les caméras. Violette ne renonce ni au film ni au masque. Dash n'a pas reçu un cours de patience définitif. Jack-Jack n'a pas trouvé une seule forme stable. Chacun avance avec une question encore ouverte. Cette absence de réponse totale est une forme de générosité. Le générique peut arriver, mais leur vie continue dans l'espace exact que l'aventure a rendu habitable. Pas un monde où les autres attendent passivement leur sauvetage, pas un monde où les héros doivent se cacher, plutôt une ville où l'aide, le courage et la responsabilité circulent d'une personne à l'autre. La sirène attire leur regard. La voiture prend le virage. Et, pour une fois, ils n'ont plus besoin de disparaître avant d'aider. Cette dernière idée explique pourquoi les aventures suivantes restent possibles sans affaiblir cette conclusion. Le danger reviendra, avec des formes nouvelles et peut-être des erreurs plus coûteuses. Mais le changement décisif est déjà acquis. Les parts ne chercheront plus à prouver qu'ils peuvent tout régler seuls. Ils savent désormais que la force peut demander conseil, que la vitesse doit parfois ralentir et qu'un petit geste, retirer des lunettes, tendre la main, écouter une peine, peut détourner une catastrophe entière. Leur vraie victoire n'est donc pas d'avoir rendu le monde parfait. C'est d'avoir transformé le retour du masque en promesse simple. Quand l'un d'eux vacille, les autres ne regardent pas l'écran. Ils se rapprochent et ils agissent ensemble
sans attendre une permission extérieure.